Bonjour à tous, que j'ai salué, je suis parti directement dans la présentation tout à l'heure. Donc l'idée, c'est vous présenter ces résultats au niveau effectivement de ce programme de recherche NV2. Donc je vous représenterai un peu plus dans le détail ce qu'il était et comment il a fonctionné. Donc oui, beaucoup de gens associés, parce que derrière c'est moi qui suis à la parole, mais enfin, je vous ai pas noté le nombre de données qu'il y a derrière, mais il y a beaucoup de gens qui sont allés prélever, beaucoup de gens qui ont été sur les parcelles. Tous ces suivis-là, c'est quand même énormément de travail pour arriver à caractériser et arriver au final, ce qui est l'enjeu de tous ces projets, à avoir des conclusions qui soient robustes et qui soient appuyées sur des données réelles et pas sur des lubies ou sur des croyances. Donc c'est tout l'enjeu et c'est tout ce que nous on travaille en tout cas au niveau de Fraissinet, c'est ça. C'est vraiment avoir une maîtrise et une connaissance des éléments. Donc pour introduire petit retour, alors désolé de la qualité, mais c'est un peu pixelisé, mais dans l'esprit, c'est retour sur ce que c'est que le cycle de l'azote et comment fonctionne effectivement la prise d'azote au niveau des plantes. Donc c'est ce qu'a dit un petit peu Laure tout à l'heure. Au niveau d'un sol, on va avoir de l'azote qui est piégé sous forme de protéines au niveau des matières organiques, et c'est la minéralisation de ces matières organiques qui va en fait libérer des éléments nutritifs. Donc on va passer d'une forme, on va dire, d'un gros peptide, enfin d'une grosse protéine, à des petits peptides, puis des acides aminés. Les acides aminés vont donner de l'ammoniac, les nitrates, et les nitrates vont être pris dans la plante par la plante, parce que l'azote est pris au niveau d'une plante sous des formes à 80-90% de forme nitrate, et le restant un petit peu sous forme ammoniacale. Donc ça, c'est tout ce cycle là de l'azote. Dans le monde de la fertilisation, quand on va raisonner en fait azote, on va raisonner sur deux typologies d'apports, soit des apports minéraux, j'apporte directement des nitrates ou de l'ammoniac au champ, ou soit de la partie organique. Et donc nous, tout l'enjeu qu'on va avoir derrière, c'est de voir est-ce que l'efficacité azotée de ces deux typologies de formes est identique ou pas, et comment elle se répercute après sur la plante et sur l'ensemble des besoins. Alors, un des enjeux majeurs aujourd'hui en termes, je dirais, en termes environnemental, c'est tout ce qui va être impact sur les émissions, je dirais, après, donc tout ce qui est la chaîne, à la fois la chaîne de droite pour vous, donc tout ce qui est la dénitrification, c'est-à-dire que quand j'ai des quantités importantes de nitrate dans le sol, à un moment donné, une saturation de nitrate dans le sol, j'ai tout un processus de dénitrification où je vais avoir l'azote qui va partir sous forme de protoxyde d'azote, qui est un gaz à effet de serre, et où un atome de protoxyde d'azote est 300 fois plus puissant en termes de gaz à effet de serre qu'un atome de CO2. Donc c'est une molécule de CO2. Donc ça, c'est un des enjeux. Et pareil, quand on a des concentrations importantes en nitrate dans un sol aujourd'hui, s'il y a une pluie, une lame drainante, ça part au niveau des nappes phréatiques, donc des impacts de pollution. Donc tout l'enjeu de la nutrition, et c'est ce qu'a un petit peu montré aussi déjà Damien avant, c'est d'avoir la fourniture au bon moment et de correspondre le plus possible aux besoins de la plante. Donc ça, c'est sur le cycle de l'azote. Et ensuite, il a été présenté juste avant, donc là c'est deux graphiques un petit peu juste pour illustrer, mais il a été présenté avant par Laure le fait qu'effectivement il y avait de la matière organique, donc on a parlé de matière organique globale, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plusieurs typologies de matière organique, et notamment sur les dynamiques azotées, on ne va absolument pas avoir les mêmes caractéristiques de libération en fonction des natures de matière organique qu'on va utiliser. Si on utilise plutôt des matières d'origine animale, par exemple des plumes, par exemple même des fientes ou des lisiers, on va avoir des dynamiques très rapides. Et si on utilise notamment sur la notion de déchets verts, tout à l'heure tu montrais des impacts sur la CEC, donc impact CEC sur des déchets verts, oui, liés au carbone. Par contre, en termes de dynamique azotée, beaucoup de carbone, pas suffisamment d'azote, donc des risques de fin d'azote. Donc toute la dynamique en fait azotée, elle se lie à la fois du coup à l'activité biologique du sol, donc important de bien caractériser son activité biologique, de connaître la fourniture d'un sol, mais aussi après dans le choix des produits organiques que vous allez pouvoir apporter. Donc tout ça, en fait, nous a conduit effectivement à nous retrouver un certain nombre d'entreprises. Donc je vais vous présenter un petit peu plus dans le détail le projet qui réunit un petit peu aujourd'hui ces différents acteurs, de se dire, ok, l'azote est très important, notamment en cave. Il y avait aujourd'hui, on voyait des mous qui avaient plutôt tendance à baisser en termes de quantité d'azote. On avait du coup des solutions à devoir arriver à apporter en cave, casser le lien un petit peu, et ça c'est notamment des gens qui interviennent
interviendront tout à l'heure, donc notamment SRDV et Laboratoire du Bernet, de casser le lien entre le champ et la cave, donc relier un petit peu les deux. Donc nous aussi on est dans cette dynamique-là. Et donc là l'idée c'était de suivre l'azote, sur tout le cycle, comment je peux en fait impacter en apportant de l'azote à la parcelle, améliorer mon teneur en azote dans les mous, mais pas que la teneur, aussi les profils, aller regarder si on avait des profils différents, des typologies d'acides aminés différents, pour pouvoir après adapter derrière un travail en cave avec des levures adaptées, avec des additifs aussi un peu plus adaptés, pour au final répondre au mieux aux consommateurs. Donc c'est aussi ce qui a été dit par le président tout à l'heure, c'est au consommateur final avoir des vins qui rentrent bien. Et tout ça derrière, essayer de le piloter par des modèles pour anticiper. L'idée du modèle, c'est comment j'anticipe et que je ne cours pas après quelque chose en disant tiens, là, vu ce que je récolte cette année, j'aurais dû faire ça l'année dernière. Donc voilà, donc ce qui a réuni l'ensemble de tous ces partenaires financement par BPI France et par la région, donc un cofinancement. Donc projet de 4 ans. Moi, je vais vous parler uniquement de la partie maintenant champ et de ce qu'on a pu observer, de ce qu'on a pu doser, ce qu'on a pu voir au niveau du végétal. Ensuite, vous aurez d'autres interventions, notamment de Justine, qui vous présentera un petit peu plus sur l'aspect, le lien déjà avec les mous. Et après, Jean-Roch et Marion, qui termineront, je dirais, les stockades pour aller jusqu'au bout et jusqu'au vin. Donc sur quel dispositif on s'est appuyé? Il y avait dispositif assez large. On avait à la fois des cultures en pot pour être en capacité de modéliser, donc ce qu'a présenté Damien juste avant. Et après un réseau de 8 parcelles, 4 qui étaient sur des dispositifs en bande, je dirais plutôt de démonstration, avec quelques modalités qui étaient plus pour nous au niveau Fraissinet sur des nouveaux produits, sur de l'innovation. Et après un dispositif de 4 autres parcelles, là vraiment dispositif statistique en bloc pour vraiment gommer les effets d'hétérogénéité de parcelles, où on va tester en fait sur ces 4 parcelles, donc déjà 4 parcelles de climat méditerranéen, donc vraiment dans l'Aude, et après une dans le Gers, une dans le Tarn. Donc vous avez Valentine, celle de l'Île-sur-Tarn et de Cossins qui sont des Sauvignons, et Buscayer qui est un Merlot. Donc nous avions un rouge et 3 blancs. Et sur chacune des parcelles, en fait, on avait en termes de fertilisation, soit pas de fertilisation, soit une fertilisation minérale où on apporte 40 unités d'azote minéral. Après la modalité faux, donc fertilisation organique, 40 unités apportées sur une formule Fraissinet de 40 unités organiques. Et la dernière, fertilisation organique plus un apport foliaire avec des types acides aminés pour suivre un petit peu ces dynamiques-là. Donc vous voyez vraiment une stratégie organique, mais comparée aussi à un minéral. Donc ce qu'on a pu déjà voir, et c'était une caractérisation des parcelles au début, je dirais, d'un point de vue initial. Donc ce qui était intéressant, c'est qu'on avait des parcelles qui étaient quand même assez différentes, donc ce qui apportait à la fois un intérêt parce qu'on voit toute la diversité qu'on peut retrouver, mais aussi, vous le verrez, des difficultés un petit peu derrière, ou au moins des interprétations qui montreront que la parcelle, elle est majeure. Donc vous avez vu, on a des parcelles à la fois sableuses, on a des parcelles avec des taux de matière organique qui sont quand même globalement plutôt faibles, mais on a une répartition sur l'ensemble du triangle des textures. Alors, hop. Donc, ce qu'on a pu observer, ce qu'on a pu observer, ce qu'on a regardé, c'est au bout de la 4e année d'apport. Donc, ce qu'on a fait, on a fait un état des lieux à T0, analyse de sol, et après, au bout de 4 années d'apport, on est allé regarder, notamment ce que je vous disais sur la biomasse microbienne et sur l'azote minéralisable. Est-ce qu'on avait fait bouger un petit peu les éléments? Donc là, on prélève des échantillons au sol, on les ramène au laboratoire et on fait les différents dosages. Donc, ce qu'on a pu observer, c'est qu'on a des différences en fait au niveau de chaque parcelle sur les biomasses microbiennes, et à chaque fois là, ce que vous avez donc dans les graphiques, c'est le niveau 0, c'est le témoin, c'est-à-dire mon sol où j'ai rien fait, c'est mon niveau de base, et auquel je regarde les autres modalités, donc la moyenne des autres modalités, qu'est-ce qui s'est passé. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'à chaque fois où il y a eu des apports de fertilisants organiques, on avait une activité biologique qui était plus importante.
Ce qu'on a noté aussi quand même, c'est que même là, quand on apportait du minéral, on avait quand même une activité biologique qui était plus importante sur le témoin. Alors là, on apporte de l'azote dans le système, donc cet azote dans le système vient manger la matière organique des sols, si je le fais très raccourci, donc je ne restitue pas de carbone, mais je peux avoir quand même un peu d'activité. Par contre, là où on a eu des produits, des fertilisants, enfin le fertilisant organique, on a une augmentation plus importante, parce que je viens apporter une base de carbone avec le fertilisant. Et après, par rapport à la fourniture en fait en azote, et ça vous le verrez dans les diapos après de ce qu'on a pu faire derrière, on se rend compte qu'à part sur une parcelle, nous a posé grandes questions pendant tout le long du dispositif, Buscaillé, dans toutes les autres parcelles, la partie organique en fait a permis d'avoir un potentiel d'azote présent dans les sols qui sera un peu plus important que quand j'apporte du minéral, où en fait le minéral, quand je l'ai apporté, j'ai un côté flash et puis après je ne l'ai plus derrière, quoi. Donc voilà un petit peu sur ce premier aspect, du coup sur un petit peu la vie des sols et le lien avec le côté azote minéralisable. Dans le cadre du dispositif, lors de la 4e année, on a fait un suivi des reliquats azotés. Donc les reliquats azotés, je vais doser dans le sol la partie nitrate et la partie ammoniac. Donc là, on est vraiment in situ. Et à partir de fin avril, on a fait tous les 15 jours un prélèvement et on a regardé ce qui se passait, quelle était la fourniture. Donc le reliquat azoté, c'est une photo à un instant T d'un mélange qui va être entre ce que la plante a pris et ce que le sol a fourni. Donc voilà, je regarde tous les 15 jours, tiens, le bilan un petit peu, c'est la résultante de ça. Donc, ce qui a été démontré ici, c'est ce que vous voyez, c'est ce qu'on a entouré en fait. Donc, les parcelles A et B, c'est A, c'est Valentine, B, Buscaillé, G, Gaillac et E, c'est l'Île-sur-Tarn. Donc, ce que vous voyez, c'est que en termes de fourniture d'azote au niveau du sol, partout on a eu du minéral. Dans la première partie de cycle, au final, à chaque tempo que j'ai pu avoir, j'ai eu des concentrations en nitrate et en ammoniac qui étaient assez élevées. Donc c'est-à-dire que j'avais une présence importante à ces moments-là. Ce que je ne retrouve pas pratiquement, c'est-à-dire qu'au niveau de la fertilisation organique, je suis sur un niveau basal où je n'ai pas ces pics-là, où je me retrouve à peu près au niveau du témoin. Donc ça, c'est ce qu'on verra aussi par la suite, sachant que je n'ai pas d'impact de la fertilisation organique sur le rendement. Ça veut simplement dire qu'en fait, la fertilisation organique a permis de produire et de fournir de l'azote en bonne quantité au bon moment pour la plante et que je n'avais pas d'excès dans mon sol à des instants. Donc je n'avais pas ces pics importants de relargage. Donc avec toute l'importance de ce que j'évoquais tout à l'heure, du risque environnemental quand j'ai des saturations, ou dans ce que montrait aussi Damien tout à l'heure, de l'espèce d'obésité d'azote si jamais tu es trop en azote. Donc aussi, une des choses assez intéressantes qu'on a pu mettre en avant, c'est qu'on a fait des suivis de la teneur en azote dans tous les différents organes. Donc à la fois dans les grappes, dans les feuilles, dans les sarments, mais aussi dans les troncs. Et donc à chaque fois, on a fait des suivis à différents tempos et pour voir un petit peu ce qui se passait. Et ce qu'on a pu observer, en fait, ça, c'est que déjà dès la première année, en fait, le premier indicateur qui va bouger, c'est vraiment l'azote au niveau de la grappe. Donc ça, c'est un indicateur qui tout de suite permet de montrer les différences. Au bout des 4 ans, on commence à avoir des différences, un petit peu plus de dynamique déjà dans les feuilles. Par contre, on observe aussi, et un petit peu dans les sarments, par contre dans le tronc, c'est beaucoup plus long. On sent que la dynamique, elle est beaucoup plus longue à se mettre en place. Donc quand on parle effectivement de tout le mécanisme de mise en réserve et de tous ces éléments-là, les deux on voit qu'il y a tout un enchaînement dans la plante qui va faire que ça va être d'abord le raisin qui va répondre, puis après les feuilles, puis après on va arriver sur le sarment qui va vraiment répondre. Donc c'est toute la dynamique en fait qui commence à se mettre en place et cette longueur, un petit peu cette inertie qu'on va avoir au niveau de la plante. Donc ce qui fait que le choix d'un changement de technique, il va peut-être se voir un petit peu plus tard. Donc il faut s'inscrire dans cette durée-là. Donc ensuite, les observations donc, au niveau des récoltes. Donc toujours pareil, le 0 c'est le témoin, donc le témoin sans apport, et on se rend compte que au bout de 4 ans, on a sur l'ensemble des parcelles, partout où c'est fertilisé, plus 20% de production
par rapport à là où c'est pas fertilisé. Et alors que ce qu'on a pu voir, c'est qu'au bout de 2 ans, la différence n'était pas forcément significative. Donc c'est sûr que c'est pas sur les 2 premières années que ça joue, mais après, derrière, très rapidement, le vignoble plonge. Et là, ça devient très problématique, parce que pour refaire machine arrière, ce sera très très long. Donc c'est toute cette notion-là aussi, un petit peu d'entretien. Pour finir sur un schéma simple, comme Eric les adore. En conclusion, un petit peu sur cette partie végétale, donc ça c'est un travail effectivement qu'on a essayé de faire, c'est de se dire on a énormément de données, mais comment on peut expliquer c'est quoi les facteurs principaux, et surtout ce qui nous a intéressé dans cette approche-là, c'est de se dire ok, c'est quoi la trajectoire des parcelles, comment elles étaient au départ, et comment mes modalités ont réussi au final à donner de nouvelles trajectoires. Donc on fait ce qu'on appelle une ACP, donc c'est une analyse statistique où on projette l'ensemble des données dans un grand nuage de points, voilà, et ça on le projette sur des axes qu'on appelle des axes factoriels, et chaque axe a certains facteurs qui expliquent plus ou moins l'axe. Donc là ici c'est ce que vous voyez, c'est-à-dire que en fait quand on est sur la partie plutôt à droite, c'est qu'on a globalement, ça s'explique par un bon fonctionnement du végétal. Quand on est sur en bas à droite, on est sur quelque chose, on a une bonne teneur en azote assimilable dans les mous, et quand on est sur la partie gauche, on a plutôt un côté surmaturité, donc plutôt des problématiques de ce côté-là. Donc ça a permis encore une fois de caractériser un peu l'ensemble des parcelles. Et en fait, ce qu'on a pu noter dans le cadre du projet, c'est que le premier élément différenciant, ce que vous voyez ici, c'est déjà la parcelle. Donc c'est-à-dire que chaque parcelle a un potentiel, et à un moment donné, vous m'excuserez l'expression triviale, mais d'une mule, on n'en fera pas un cheval de course. Donc il y a un petit peu de ça, c'est-à-dire que, alors c'est un petit peu exagéré, mais c'est-à-dire que votre parcelle, elle a un potentiel, et il faut aller chercher le maximum de ce potentiel, mais vous ne pourrez pas peut-être aller chercher des teneurs autres. Deuxième aspect, l'effet millésime. Donc ça, pareil, la parcelle, vous ne pouvez pas la maîtriser. L'effet millésime, effectivement, ce qu'on a pu voir, c'est que chaque année, le millésime a fait que les parcelles se sont positionnées, ont bougé d'une partie de ce graphique à l'autre. Et troisième partie, la stratégie de fertilisation. Donc c'est ça qui était aussi intéressant, c'est-à-dire que le millésime, vous ne le maîtrisez pas, la parcelle, vous ne la maîtrisez pas. Par contre, votre stratégie de fertilisation va pouvoir impacter effectivement ces aspects-là, c'est-à-dire aller plutôt sur des bons fonctionnements de végétal ou au contraire sur des problématiques. Donc d'où toute l'importance de la fertilité. Ce qui a été et donc ce qui se passe du coup derrière, pour en terminer un petit peu là-dessus, c'est dans les éléments qui sont importants à retenir de ces 4 ans d'essai, au moins sur cette partie-là, sachant qu'il y a encore d'autres conclusions, la partie modèle qui a déjà été évoquée par Damien, mais il y aura d'autres conclusions après derrière. C'est que, en fait, l'impasse au niveau des fertilisants s'est ressentie tout de suite au niveau de l'azote dans les mous. Donc dans les données, c'est-à-dire que ça, on sent que la plante d'entrée elle commence à dysfonctionner. Ça ne se voit pas tout de suite sur le rendement, mais d'entrée, l'azote commence à plonger. Donc problématique en cave, donc tout ça. Au bout de 4 ans, absence de fertilisation, très gros impact, enfin impact significatif retenu sur la dynamique physiologique. Que sur les différentes formes de minéralisation, l'apport de fertilisants organiques a permis d'augmenter de façon plus importante la biomasse microbienne. Donc sachant qu'on est sur des apports là qui étaient plutôt des apports nutritifs, je vous ai parlé de 40 unités d'azote, on n'était pas sur des apports type amendement, on est vraiment sur des engrais de la nutrition, mais bon, encore une fois, engrais un peu spécifique parce que fait par Fraissinet, donc avec une base de compost, et sur lequel on va pouvoir avoir ce côté activité, relance de l'activité des sols. Que la fertilisation minérale, effectivement, je dirais, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Par contre, d'un point de vue biomasse, un peu moins bon, et surtout avec des teneurs dans les sols à des moments où il peut y avoir des humidités, où il peut y avoir des pluies, donc avec des risques d'un point de vue environnemental non négligeables. Donc vraiment un petit peu cet impact-là. Et après, la fertilisation est faite effectivement sur l'azote, ce que je vous ai dit, feuilles et grappes. Donc on a des indicateurs, on a des capacités. Quand on parle de feuilles, ça veut dire que soit par des analyses, soit par des pinces, comme l'expliquait Damien tout à l'heure, on peut arriver à voir un petit peu où est-ce que j'en suis et du coup à piloter ma fertilisation. Et que le fait d'avoir mis une fertilisation a permis de maintenir ce qui était un des objectifs, c'est-à-dire la teneur en azote dans les mous. Et voilà un petit peu pour ce qu'on peut tirer de ce projet en très condensé, parce qu'encore une fois, je crois qu'il y a plus de 76 000 données derrière, donc points de récolte et autres éléments qui ont été faits.